Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous êtes aujourd'hui avec Bernard. Le 27 mai 2020, j'ai décidé d'appeler Claude Vérel par téléphone pour faire avec lui un entretien. Claude Vérel a été un insoumis à l'armée française en 1962. Quand le statut a été voté, il a été ensuite objecteur de conscience. Puis, quelques années plus tard, président du comité de coordination pour le service civil. Il faut rappeler aussi qu'il a été le cofondateur du BEOC. Le BEOC, c'est le Bureau européen de l'objection de conscience. Il nous a aussi apporté son soutien pour le collectif Non au SNU, Non au service national universel, dont nous allons parler d'ailleurs dans cette émission. Mais pour commencer, j'ai d'abord demandé à Claude Vérel comment il avait réagi lorsqu'il a entendu le président de la République, en mars 2020, déclarer « Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le coronavirus ». Moi, ce qui me gêne le plus dans l'utilisation du mot guerre par notre président, c'est que c'est un contresens. Parce que même en admettant qu'on fasse la guerre à un ennemi, on essaye, sinon de le détruire, du moins de le vaincre. Or, là, on n'est pas parti pour vaincre le virus. Tout ce qu'on fait, c'est de la défense passive. Oui. Alors, je ne vois pas pourquoi il utilise le mot guerre. Ça, j'avoue que ça me dépasse un peu. Et puis il aura du mal à fêter la victoire, j'ai l'impression. Ben, c'est impossible, en fait. Enfin, si. Bon, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, on aura un vaccin ou un médicament. Bon, on aura sûrement un jour quelque chose pour se débarrasser de ce virus. Bon, en attendant le prochain. Hein. Voilà. Mais moi, j'avoue que ça me sidère un peu qu'il parle de faire la guerre alors qu'il n'a aucune arme, en fait. C'est ça. Donc, c'est un terme totalement inapproprié, quoi. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression quand même qu'en ayant décrété un état d'urgence sanitaire avec des contrôles, avec des sanctions, il y a quand même un esprit là un peu militariste pour surveiller la population? Il y a surtout un problème avec la démocratie, hein. Ça, c'est sûr. Parce que dès lors que tu contrôles, dans certains cas, on peut imaginer qu'il y a un minimum de contrôle qui soit nécessaire. Mais enfin, il faut toujours faire très attention à la démocratie, au respect de la démocratie, et puis au respect des libertés individuelles. Hein. Bon. Ceci dit, on ne peut pas non plus accepter que les gens fassent n'importe quoi et rendent malades leurs voisins. Bon. Oui. C'est sûr. Hein. Ouais. Et alors, tu as entendu que c'est cet après-midi que doit être discuté à l'Assemblée nationale le Stop Covid, là, le fameux Stop Covid, qui est un système de surveillance encore. Donc, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on profite un peu de cette pandémie pour mettre en place encore de nouveaux systèmes pour surveiller? Peut-être pas pour mettre en place, mais pour habituer la population à des mesures de ce genre, tu vois, parce que c'est la porte ouverte à la reconnaissance faciale, au pistage permanent, donc c'est plutôt ça qui est à craindre. C'est que à force les gens ne réagissent plus et que ça devienne normal. Voilà, c'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu ça, hein. Et effectivement, j'ai lu que ce Stop Covid avait été testé par l'armée avant d'être, disons, validé par la CNIL. C'est possible. Bon, mais je pense que ça a surtout été utilisé en Chine, voilà. Si je suis bien renseigné. Oui. Et en Chine, ils sont déjà là, le régime n'est pas particulièrement démocratique. Voilà. C'est un euphémisme, hein. Mais ils sont déjà habitués à la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale est très très répandue en Chine, hein. Donc, on est en train peut-être de marcher sur les traces des Chinois et c'est pas rassurant du tout. Alors, moi, j'ai effectivement, quand j'ai vu que c'était testé par l'armée, moi, tu sais que, bon, nous sommes tous des antimilitaristes, mais toi, tu es un antimilitariste déjà depuis très longtemps.
Alors, je crois que tu vas un peu nous retracer un peu le début, là, quand tu étais à la jeunesse étudiante chrétienne, la GEC, hein, je pense que tu en Oui, faisais oui, partie, oui. et que c'est J'en ai là fait partie. que tu as entendu parler pour la première fois de la torture en Algérie, c'est ça? Oui, en fait, j'étais plutôt plus militant à l'UNEF qu'à la GEC, hein, même si j'étais membre de la GEC, mais enfin, pas particulièrement militant, hein. Mais c'est plutôt à l'UNEF, hein. Oui, Et donc, quand les premiers témoignages ont été publiés par des appelés qui avaient été membres de la GEC et qui avaient donc été sur Citer. Et donc ils sont allés en Algérie à l'âge de 23, 24 ou 25 ans, j'imagine, hein, et ils avaient quand même une certaine culture politique du fait qu'ils avaient été responsables de groupes de G6, hein. Et ils ont donc publié un rapport sur le fait qu'on torturait en Algérie. Et c'est vrai que dans le monde étudiant à l'époque, ça a été un choc extraordinaire. Ça l'a été d'autant plus pour moi que j'avais 6 ans à la Libération, hein, et que j'avais énormément lu de livres et de témoignages sur ce qui s'était passé pendant les années sombres, hein. J'avais vu des films aussi, et pour moi, bon, il était impensable, même si c'était naïf de ma part, que l'armée française fasse la même chose que la Wehrmacht ou la Gestapo, hein. Bon, je sais qu'il y avait eu la guerre d'Indochine, alors pour pas se voiler la face, ça n'a sûrement pas été une partie de plaisir pour la population vietnamienne. Mais bon, on en parlait peu, hein, le contingent n'y était pas, donc c'est vrai que bon, on a beaucoup parlé de Dien Bien Phu évidemment, mais avant, il n'y avait pas tellement de témoignages sur ce qui se passait en Indochine, hein. Il est probable que, et même certain, que la Légion étrangère ne devait pas être tendre avec la population, mais on n'avait pas de témoignages, on n'avait rien. Et les témoignages des gessistes, ça a été, je dirais, un coup de tonnerre dans un ciel serein, hein. C'est énorme, énorme, énorme. Donc pour alors, moi, ça a été tu énorme. étudiais dans quelle université à l'époque? À Nancy, j'ai fait toutes mes études à Nancy. Ah, Et voilà. alors à Nancy, on avait donc l'association générale des étudiants de Nancy, qui était donc la branche nancéienne de l'UNEF, hein. Oui. Et le président de l'association, c'était un certain Boisgontier, hein. Ah, Et il était pupille de la nation, lui, hein. Donc il pouvait ne pas aller en Algérie, hein, parce qu'il était pupille de la nation, donc il pouvait être affecté en France ou en Allemagne, mais il avait décidé de ne pas porter les armes, hein. Alors on lui a proposé d'être parachutiste, enfin infirmier parachutiste, hein. ah oui. Et puis il s'est rendu compte que les infirmiers en Algérie retapaient les prisonniers qui avaient été torturés pour qu'on puisse les torturer plus longtemps. Alors, du coup, il a décidé de pas participer du tout à l'armée française, hein. Et donc, il a profité d'une permission pour rejoindre un chantier du service civil international et dire, ben voilà, moi je suis prêt à faire un service civil, mais je suis pas du tout prêt à faire un service militaire. Et il s'est trouvé que l'Action civique non violente, qui était donc une association qui s'était créée à partir de l'Arche de Lanza del Vasto, mais à l'origine pour protester contre les camps d'assignation à résidence, hein. Ah oui. Parce que tout suspect, tout Algérien considéré comme suspect était interné sans jugement dans des camps d'assignation à résidence, hein. Alors l'idée de l'action civique non violente, c'est de dire, ben, nous sommes tous suspects en fait, hein. Donc mettez-nous aussi dans les camps d'internement. Il n'y a pas de raison, tout le monde est suspect, hein. Surtout que vous ne faites pas de procès, vous ne jugez pas, vous n'apportez aucune preuve, donc tout le monde est suspect. Et l'action Boisgontier avait commencé à faire le tour des partis politiques, et à part le PSU,
qui l'avait accueilli, disons, avec une certaine, comment dire, il l'avait écouté au moins. Il l'avait écouté, quoi, mais qui n'était pas prêt à s'engager oui. dans cette voie. Donc il s'est trouvé que l'action civique non violente a dit c'est une très bonne idée, mais à condition que vous acceptiez la prison et que vous ne passiez, vous assumiez vos responsabilités. C'est-à-dire, on objecte, on est prêt à faire un service civil, de plus un service civil en Algérie pour les deux populations, les Français de souche et les Algériens, les musulmans. Donc, à partir de ce moment-là, on vous soutient. Et c'était le démarrage de ça. Et comme j'étais à Nancy, ami avec Bogontier, dès le départ, j'ai suivi les événements. Donc tu étais bien au courant, toi, des événements. Est-ce qu'il y avait quand même une majorité d'étudiants, disons, affiliés à l'UNEF et qui étaient d'accord? À cette époque-là, le taux de syndicalisation, enfin au moins à Nancy, ailleurs je ne sais pas, mais sans doute que c'était un peu pareil, le taux de syndicalisation, au moins dans les facultés de lettres et de sciences, moi j'étais en faculté de sciences, donc c'était énorme. En faculté des sciences, c'était entre 80 et 90% des étudiants qui étaient membres de l'UNEF. De là à dire qu'ils étaient tous contre la guerre d'Algérie ou enfin du moins pour la paix en Algérie et pour le droit à l'autodétermination, c'est beaucoup dire. Mais il y avait quand même une majorité. Faut pas oublier que à l'époque, il y avait deux tendances très nettement distinctes à l'UNEF qu'on appelait les majos pour majoritaires et puis les minots pour minoritaires, parce que au début, dans les années, alors qu'est-ce que je dirais, 58 jusque dans les années 58 ou 57, la majorité était pour la neutralité absolue. L'UNEF n'avait pas à se prononcer sur ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée. C'était un syndicat qui était donc uniquement préoccupé par les conditions d'études, les diplômes, etc., etc. Et puis il y avait la minorité qui était politisée. Alors il y avait évidemment l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Il y avait les étudiants socialistes unifiés, et puis les libertaires, les anarchistes. Enfin, et ça a basculé. Alors je sais plus en quelle année, honnêtement. Mais à la fin des années 50, la majorité est devenue minoritaire et la minorité est devenue majoritaire. Mais on a continué à s'appeler minot. Ah, d'accord. Donc c'était la minot. Mais on était devenu majoritaire à l'UNEF. Lors des assemblées générales nationales, on a commencé à voter des motions proclamant qu'il était normal que le peuple algérien ait le droit de déterminer lui-même son avenir. Mes malheurs, je ne les dirai pas. Combien de journées sans repas. Il y a des aveux inavouables à confier au vent de sable, à confier au vent de sable. À la forêt, à la rivière, je dédie nos insurrections et je maudis vos meurtrières prières et vos odeurs de couvent, et vos odeurs de couvent. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires sans souffrance. Madame a fait souffrir le monde, madame fait encore souffrir le monde. La France est une femme sans histoire qui raconte des histoires de Côte d'Ivoire. La France de l'histoire.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre le chanteur Amazigh Kateb qui a interprété Sans Histoire. Nous sommes en communication téléphonique avec Claude Vérel. Claude Vérel va nous dire maintenant comment il s'est opposé à l'armée française qui avait torturé pendant la guerre d'Algérie. Le 22 septembre 1962, tu es appelé sous les drapeaux. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire que moi, bien que étant en contact avec l'action civique non violente et tout à fait d'accord avec la procédure mise en place, j'étais pas non plus, comment dirais-je, prêt à renoncer à mon sursis pour aller en prison. Donc j'ai attendu tranquillement la fin de mon sursis. Et il s'est trouvé que le 19 mars 62 est arrivé, j'étais encore sursitaire. Ah oui. Donc la guerre d'Algérie était, enfin du moins ce qu'on a appelé par la suite les guerres d'Algérie, puisqu'à l'époque il fallait surtout pas parler de guerre. Ça n'existait pas la guerre d'Algérie. Oui, c'était la pacification. Ah oui. Bon, en fait, donc j'ai été arrêté en septembre 62. On ne passait pas dans la clandestinité. On leur écrivait en disant voilà, nous ne voulons pas porter les armes, mais nous rejoignons tel chantier ou enfin on ne se cachait pas. On prenait nos responsabilités. Alors moi j'avais rejoint le siège de l'action civique non violente à Paris. Paris, avant exactement, ils avaient un secrétariat parce que le projet c'était à ce moment-là d'aller en Algérie, puisqu'elle est devenue indépendante, d'aller en Algérie et de faire un service civil sur place pour démontrer, voilà, les objecteurs sont pas déplanqués, ils veulent pas porter les armes, mais ils sont prêts à faire un service de remplacement. Donc je devais aller en Algérie. Mais bon, ça se fait pas comme ça. C'est pas si simple. On dit pas tiens, demain Donc entre-temps, ils m'ont arrêté. Et oui, parce comme on n'était pas clandestin, ils nous arrêtaient quand ils voulaient. Donc c'est vrai que j'étais arrêté, oui, en fin septembre 62. Et alors là, tu te retrouves quand tu es arrêté, on te conduit dans un camp militaire, comment ça se passe? Oui. Dans chaque région militaire, parce qu'à l'époque, il devait y avoir 5 régions militaires ou 7 régions militaires, je me rappelle plus. Dans chaque région militaire, il y avait un camp où tous les insoumis, parce que donc on était considérés comme insoumis, avant d'être objecteurs, on était insoumis. On était arrêtés en tant qu'insoumis, parce qu'on n'avait pas répondu à l'appel. Donc il y avait un camp où on mettait tous les insoumis. Alors pour la première région militaire, donc la région militaire de Paris, c'était le camp de Frileuse à Bennes, pas très loin de Versailles. Et là, tous les insoumis se retrouvaient là. Alors il y a eu une période où il y avait une ambiance au camp de Frileuse extraordinaire, parce que tous les insoumis qui rentraient, qui acceptaient de faire un service militaire, puisque maintenant la guerre était finie. Donc ceux qui n'étaient pas objecteurs, mais simplement, enfin pas objecteurs absolus, mais objecteurs par rapport à la guerre d'Algérie, qui acceptaient de faire leur service, se retrouvaient à Frileuse. Alors il y a eu des moments, enfin moi j'ai pas connu, parce que quand je suis arrivé il y en avait déjà plus, mais il y a eu des trucs absolument ahurissants, parce que c'était des insoumis qui avaient jusqu'à 30 ou 35 ans des fois, enfin oui, parce que 58, 62, non peut-être pas, j'exagère, mais enfin 30 ans, jusqu'à 30 ans,
et donc inassimilable par l'armée. Hein. Donc l'armée s'en débarrassait très vite. Ah, Il réformait à tout va. Hein. Le principal, c'était que les insoumis qui rentraient fassent amende honorable. Hein, et disent bon, nous acceptons de faire notre service militaire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, la plupart ont été réformés. Alors toi, tu acceptes pas tellement de faire, enfin tu acceptes de faire ton service militaire peut-être, mais tu refuses de porter le costume. Oui, je n'accepte pas de faire le service militaire du tout. Ah, pas du tout. Non. Ouais, pour moi, enfin, à l'origine, au départ, j'objecte par rapport à la guerre d'Algérie, mais ma réflexion s'est approfondie et je suis devenu objecteur absolu, quoi. Hein, n'acceptant aucune forme de guerre, c'était pour moi impossible, quoi. Alors donc, quand tu arrives dans le camp, on te propose un costume, comme à tous les militaires, et toi tu refuses de le mettre. Ah, je refuse, alors dans chaque camp ou dans chaque caserne, il y a des locaux disciplinaires. Hein. Et donc moi j'étais enfermé dans les locaux disciplinaires. Alors ce qu'il y a de rigolo, hein, c'est que à Frileuse, le local disciplinaire, c'est un camp, hein, un camp en pleine nature. C'est pas un bâtiment ou deux bâtiments. C'est un camp avec des bâtiments très dispersés. Hein, et il y a une entrée, hein, forcément, du camp. Et au poste de garde, c'est là que sont les locaux disciplinaires. Donc j'étais à l'entrée du camp. Hein. Et un jour, l'adjudant de service a eu la bonne idée de dire les taulards là, vous allez travailler un peu, c'est tout sale devant, vous allez balayer. Hein. Alors bon, je lui dis tant qu'on me demande pas de porter une arme, balayer, pourquoi pas. Hein. Je lui dis ça n'a rien de militaire. Hein. Donc je me suis mis à balayer. Arrive le colonel qui dit qu'est-ce que ce civil fait là? Hein? Alors on lui a expliqué, hein, que j'étais objecteur et que j'étais dans les locaux disciplinaires. Hein? Et il m'a dit faut l'enlever de là, c'est trop visible. Alors on m'a mis à l'infirmerie. Hein? J'étais tout à fait au fin fond du camp, dans un autre bâtiment. J'ai passé donc un certain temps dans l'infirmerie. Hein. À l'époque, les militaires avaient le droit de nous garder 60 jours. Au bout de ce délai, ils étaient obligés de nous transférer à la justice et donc on rejoignait Fresnes ou... Enfin, pour moi, c'était Fresnes, mais ils pouvaient pas nous garder plus de 60 jours. Alors en fait, moi, je suis resté 90 jours. Hein. Mais il y a eu un camarade, Alain Rouzet, qui m'avait rejoint. Enfin, lui, il était sous l'uniforme. Hein. Il avait refusé d'aller en Algérie. Il s'était insoumis. Il était passé à l'étranger, mais il était rentré en France et il acceptait de faire son service militaire puisque la guerre était finie. Et puis, au bout de 15 jours, il s'est dit non, c'est vraiment pas possible. Je peux pas rester dans ce milieu-là, c'est impossible. Alors il m'a rejoint à l'infirmerie. Hein. Bon, et puis sur ces entrefaites, il y a eu une manifestation des sous-officiers dans une caserne de côté de Versailles pour protester contre la mauvaise alimentation. Hein. Les repas étaient dégueulasses. Hein. Donc ils ont été mis aux arrêts et on les a mis à Frileuse. Hein. Mais et du coup, on a dit c'est l'occasion de mettre les objecteurs avec. Comme de toute façon, alors au-dessus de l'armurerie, il y avait un local qui était vide et on a décidé que ce serait la prison du camp de Frileuse. Et moi, je suis arrivé à 90 jours, mais mon ami Alain Rouzet est arrivé à 60. Hein.
Et au 60e jour de sa détention à lui, on s'est évadé. Hein. Comme c'était très facile, hein, c'était pas une prison, c'était un local au-dessus de l'armurerie. Alors on s'est sauvé, hein, et on est allé se constituer prisonnier auprès du juge d'instruction en disant ben, vous êtes dans l'illégalité la plus complète, parce que moi ça fait 90 jours que vous me gardez contre mon gré dans une caserne et vous n'avez pas le droit de me garder plus de 60 jours. Alors le juge d'instruction a dit est-ce que vous accepteriez de passer 8 jours où on valait rien en attendant qu'on puisse vous transférer à Fresnes? On dit on n'est pas si méchant, allez, on accepte de passer 8 jours au Mont-Valérien en attendant que vous puissiez nous mettre à Fresnes. Alors c'est comme ça que tous les deux on a passé 8 jours au Mont-Valérien. Bon, et puis donc on s'est retrouvés à Fresnes. Alors à Fresnes, au départ, il y avait, parce que ça n'existe plus évidemment, il y avait une division, enfin du moins il y avait une partie d'une division qui était dite militaire, où étaient tous les détenus qui attendaient d'être jugés par les TPFA. Alors c'était pas forcément des insoumis, hein. Ça pouvait être n'importe qui. Un militaire qui était rentré trop tard de permission, un autre qui avait oublié de rentrer, sans être déserteur, mais qui avait dit quand ils viendront me chercher, ils viendront me chercher. Hein. Ah oui. C'était le chauffeur d'un colonel qui avait fait un détour sur son trajet pour s'acheter des cigarettes dans un bureau de tabac, mais il n'avait pas fait la route directe, donc il s'est retrouvé à Fresnes. Alors je sais pas pourquoi on devait le juger, mais c'est pour dire qu'il y avait vraiment de tout et n'importe quoi dans cette division. Et puis après, on était transféré dans la 3e division, hein, où étaient tous les objecteurs. Hein. Et c'était la division où auparavant il y avait le FLN. Hein. Parce que on avait le même régime que le FLN. Le FLN avait obtenu dans les années la fin des années 50 ou début des années 60 que les objecteurs alors c'était pas un régime politique parce qu'officiellement il n'y a pas de prisonniers politiques en France, ça ne peut pas exister, n'est-ce pas? Donc il y avait le régime A et le régime B, hein, et nous on avait le régime, alors je ne me rappelle plus, c'était le A je crois, qui n'était pas le régime des droits communs. Donc on avait une tenue spéciale et on avait des droits. Alors, on avait le droit d'avoir une montre. Hein. Alors c'était extraordinaire. C'était un privilège fantastique d'avoir une montre. Hein. On avait le droit d'être abonné au Monde. Hein. Alors on recevait le Monde. Hein. Alors que les autres n'avaient le droit. Enfin les radios étaient interdites. Hein. Donc nous on avait le droit d'avoir des radios. Mais les droits communs n'avaient évidemment pas de télévision, n'avaient pas de radio, n'avaient pas le droit d'avoir de montre, n'avaient pas le droit d'avoir de quotidien, et il y avait un certain nombre de magazines qu'ils avaient le droit d'avoir, mais qui étaient soigneusement caviardés. C'est-à-dire qu'ils pouvaient avoir, je crois, Paris Match, par exemple, mais s'il y avait un article dans Paris Match qui parlait d'un crime quelconque, il était caviardé. Ah bon? Oui, c'était quelque chose. Ça n'a rien à voir avec les prisons de maintenant. Je ne dis pas que les prisons de maintenant sont extraordinaires, hein, mais le régime des droits communs dans les années 60, c'était horrible. Hein. Et tu es resté combien de temps alors à Fresnes? Pas très longtemps, parce que j'ai dû y arriver. J'y suis arrivé début 63. Hein, on s'est évadé juste avant Noël, et puis on a décidé de passer Noël dans la famille, et on s'est constitué prisonnier le 2 ou le 3 janvier. Hein. Donc on est arrivé à Fresnes le 7 ou le 8, quelque chose comme ça, et je suis passé en jugement le 22, peut-être pas 22, mais enfin en mars. Hein. Donc ça fait que 3 mois, quoi. Et puis une fois jugé,
Alors, tu es jugé là par des civils ou par des militaires? Oui. On était insoumis, d'abord, parce qu'on n'avait pas répondu à l'appel, et on était inculpé de refus d'obéissance, parce que par 3 fois, on avait refusé de porter l'uniforme. Alors 3 fois, il fallait le faire 3 fois. Alors c'était tout un cirque. Hein. On avait un officier, pour moi c'était un lieutenant, hein, qui par 3 fois me disait voulez-vous revêtir cet uniforme? Par 3 fois je disais non, et à partir de ce moment-là, j'étais inculpé de refus d'obéissance. Ah oui. Donc on passait en procès pour insoumission et refus d'obéissance. Hein, et c'était les tribunaux permanents des forces armées qui ont disparu avec Mitterrand. Oui, c'était Badinter qui avait demandé de les supprimer. Voilà, Badinter a obtenu la suppression des tribunaux permanents des forces armées et l'abolition de la peine de mort. Oui, notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. En parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti qui soit un peu comme un parti placé au-dessus des partis, en bref un parti, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis, et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie, et que l'autre partie, c'est parti, ait compris qu'il faut être en partie répartis, tous en un seul parti, notre parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Nous avons placé nos idéaux bien plus haut que le plus haut des idéaux. C'est le marteau de tous ceux qui n'ont pas pris le marteau. Notre mieux, devant Dieu, pour que ce qui ne va pas aille encore mieux. C'est le marteau de tous ceux qui n'ont pas pris le marteau. Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire. La joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire. La franche gaieté, la sainteté, la gaieté, la bonne gaieté des familles. Oui, notre parti d'Henri, oui, c'est le parti. Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui. Les 4 barbus ont pris le parti d'en rire. Et je vous remercie d'écouter l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous continuons maintenant notre conversation téléphonique avec Claude Vérel. Claude Vérel va nous dire quel a été son sort d'objecteur de conscience après sa condamnation pour refus d'obéissance. Mais alors ces tribunaux militaires, ils étaient quand même sévères en général? Ah oui. Et alors toi, quel est le verdict? C'est-à-dire que moi, quand je suis passé, c'était vraiment... tout le monde savait qu'il allait se passer quelque chose. Hein. De Gaulle avait toujours dit la place des objecteurs n'est pas en prison. Hein. Alors, il faut lui rendre justice quand même. C'est-à-dire qu'en 58, il a fait libérer tous les objecteurs qui avait fait plus de 5 ans. Hein. Et à la fin de la guerre d'Algérie, donc en 62, fin 62, il a fait libérer tous ceux qui avaient fait plus de 3 ans. Ah oui. Pourquoi 3 ans? Parce que le service militaire était retombé à 18 mois. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre d'Algérie, le service militaire était de 27 mois et 28 jours. Hein. Et donc, dès la signature des accords d'Évian, ou quelques jours après, le service militaire a retrouvé sa durée légale. Parce qu'attention, au-delà des 18 mois, hein, les appelés en Algérie étaient ADL. Hein, et ADL, ça veut dire au-delà de la durée légale. Hein. Donc, c'est quand même assez fantastique. Ils servaient sous les drapeaux au-delà de la durée légale. Bon, enfin,
C'est pour dire que oui. y a des choses rigolotes quand même. Hein. Et donc, De Gaulle a fait libérer tous ceux qui avaient fait plus de 3 ans. Donc, mais en même temps, il y avait eu la grève de la faim de Lecoing. Hein. Donc, on avait arraché à De Gaulle le fait que tous les objecteurs, une fois condamnés, seraient regroupés et sur un chantier, hein. Bon, ce qui n'a pas été fait tout de suite, hein. Mais en fait, tous les objecteurs ont quand même été regroupés à Mozac, au centre pénitentiaire de Mozac, dans l'attente de l'ouverture d'un chantier. Donc, quand je suis passé en procès, tout ça était en l'air. Donc, il faut admettre que les tribunaux permanents des forces armées, enfin du moins les militaires qui siégeaient au tribunal, hein, n'étaient plus tellement motivés pour envoyer les objecteurs en prison, c'est vrai. Donc j'ai été condamné qu'à 1 an, ce qui était peu, puisque normalement c'était 2 ans, hein, puisque le maximum pour refus d'obéissance c'est 2 ans. Hein. Ah oui. Donc j'aurais dû logiquement, comme tout le monde, prendre 2 ans. Mais j'ai pris qu'1 an. Mais quand tu arrives à Mozac, c'est encore un camp militaire, là, en Dordogne. Ah non, pas du tout. Ah non. Le centre pénitentiaire de Mozac, c'était un camp pour les relégués. Alors les relégués, ça n'existe plus, hein. C'était autrefois soit des bagnards qui arrivaient qui avaient fini leur peine, et au lieu de rester en Guyane, ils étaient ramenés en France, mais pas libres pour autant, hein. Ils étaient dans un centre. Et les relégués, c'était aussi ceux qui avaient été condamnés plusieurs fois, hein. Comme on les jugeait irrécupérables, on les mettait dans un centre particulier, le centre de Mozac. Alors le centre de Mozac, il a servi à interner des républicains espagnols. Il a servi à interner des résistants. Il a servi à interner des collabos. Il a servi à interner des membres du FLN. Il a servi à interner les relayés et il a servi à interner les objecteurs. Ah. Et vous étiez nombreux, là, comme objecteurs à Mozac? À Mozac, on devait être entre 100 et 130, mais il y avait que 12 à 15 non témoins de Jéhovah. Ah, d'accord. La majorité, c'était des témoins de Jéhovah, alors. Ah oui, mais l'immense majorité, hein, ça doit représenter 85%. Moi, je suis arrivé donc fin mars ou début avril, et les copains y étaient pour certains depuis novembre, hein, mais toujours pas de chantier. Hein. Alors, moi, je suis arrivé à Mozac, on me dit, oh, tu tombes bien, on commence la grève de la faim demain. Ah, ben je dis, c'est bien. Hein. Enfin, non, c'était pas une grève de la faim, c'était un jeûne de protestation, pardon, hein, pour obtenir l'ouverture d'un chantier extérieur. Alors, au bout même de 3 ou 4 jours, on a eu le droit à une visite de la part d'un représentant de la préfecture qui nous a dit, mais il ne manque plus qu'une signature en bas d'un papier, c'est une affaire de pas de minutes, mais enfin, ça va être réglé, arrêtez tout de suite ça. Ah, dirons-nous, on n'arrête rien du tout, tant qu'on n'a pas la preuve que le chantier va ouvrir, hein. On continue, hein. Mais en fait, au bout de 8 jours, on a obtenu gain de cause, et on a obtenu l'ouverture d'un chantier extérieur. Et c'est là que le service civil international s'est porté volontaire pour que ce soit un de ces chantiers qui servent à accueillir les objecteurs. Et à peu près la moitié des témoins de Jéhovah ont accepté d'aller travailler à l'extérieur. Les autres sont restés dans le camp. Donc ont accepté d'aller travailler à l'extérieur. Donc on était main-d'œuvre pénitentiaire confiée au service civil international. Et le chantier consistait en quoi, alors, le chantier? Oui.
Le chantier, c'était... ça a été pas si simple pour le service civil international, faut le reconnaître, parce qu'il fallait que ce soit à proximité du camp de Mozac, pas question que ce soit dans un autre département ou à l'autre bout de la France. Hein. Ah oui. Il fallait... on restait détenus, hein, mais confiés au SCI. Hein. Mais on était toujours détenus, hein. On était toujours prisonniers. Hein. Donc il fallait que ce soit dans les environs. Donc et puis il fallait trouver de quoi occuper combien on était, 40 ou 50. Hein. Donc c'était pas si simple. Hein. Mais il y avait eu quand même des lenteurs administratives monstrueuses de la part des autorités. Hein. Les retards sont pas venus du SCI, mais bien de l'administration, qui n'était pas pressée du tout, hein, mais du tout. Donc c'est un chantier de construction d'un foyer rural, hein, un foyer polyvalent, pouvant servir de salle des fêtes, salle de sport, un peu comme ce qu'on voit dans les villages. Hein. Et c'était de la maçonnerie alors, de la maçonnerie. Ah oui. Ah oui. On a même manipulé des explosifs en petite quantité. C'est pas nous qui l'avons manipulé, mais enfin. Ah oui. On a creusé des trous dans la roche pour mettre les bâtons d'explosifs. Les bâtons d'explosifs, c'est dans des spécialistes qui sont venus les mettre quand même. Et alors toi, Claude Vérel, quand tu sors de tu es resté donc, tu me dis, plusieurs mois quand même dans ce camp. À Mozac? Non, je suis pas resté longtemps. Hein. Ah, tu es pas resté longtemps? Je suis arrivé fin mars, début avril. On a fait la grève, le jeûne de protestation, et aux vacances de Pâques, on était sur le chantier à l'extérieur. Hein. Alors tu vois, dans le camp, je suis resté 15 jours peut-être. Et alors à la fin du chantier, qu'est-ce qui se passe à la fin du chantier? Comment ça se passe? Alors à la fin du chantier, d'abord il n'y a pas de fin de chantier, parce que quand on est condamné, hein, étant donné qu'on doit faire 3 ans, si on est condamné à moins de 3 ans, et on ne peut pas être condamné à 3 ans, parce que le maximum pour refus d'obéissance, c'est 2 ans. Donc de toute façon, on est condamné au maximum à 2 ans. Quand les 2 ans sont finis, on n'a toujours pas libéré des obligations des services militaires. À l'époque, on parle pas de service national à l'époque, hein, service militaire. Donc, on doit toujours servir sous l'uniforme. Donc, retour à la case départ, on est de nouveau arrêté, on vous présente de nouveau l'uniforme, on refuse à nouveau l'uniforme et c'est reparti, reprocès, hein, recondamnation, et cette fois-là, on peut être condamné encore à 2 ans, hein, mais de toute façon, au bout de 3, on sort. Hein. L'administration pénitentiaire m'a récupéré sur le chantier pour me ramener au camp, hein, où là, on m'a signifié ma libération. Mais devant la porte du camp, il y avait un camion conduit par des militaires qui venaient me chercher pour m'emmener à Bordeaux. Alors, dans chaque région militaire, il y a une CAR, enfin il y avait une CAR. Une CAR, c'est une caserne administrative régionale. Et comme la région militaire de Bordeaux, c'était la 4, donc c'était la CAR 4. Alors on conduisait l'objecteur qui venait d'être libéré à la CAR 4, où là, on lui disait, vous avez changé d'avis? Non? Bon, allez, en tôle. Alors, je me suis retrouvé donc dans les locaux disciplinaires de la CAR 4, en attendant d'être transféré à la justice civile, enfin, pas la justice, mais à l'administration pénitentiaire civile. Donc je suis resté un week-end dans les locaux disciplinaires de la CAR 4. Là, ils se sont donné la peine de déranger un lieutenant ou un capitaine pour me présenter l'uniforme par 3 fois. Hein. Et comme j'ai refusé, on m'a transféré au fort du Ha. Oui, c'était le fort du Ha encore à l'époque.
Oui, c'est encore le Fort du A. Donc à la prison de Bordeaux. Hein. Et donc ça c'était début novembre, et donc je suis resté au Fort du A jusque début 64, parce que le statut a été adopté en décembre 63. Ils n'ont pas oublié de libérer tous les objecteurs de Mozac, mais ils ont oublié tous ceux qui étaient un peu éparpillés partout en France en attendant d'être jugés, ou comme moi, ayant déjà été jugés, mais repris par l'armée pour un deuxième jugement. Et ils nous avaient complètement oubliés. Si bien qu'au Fort du A, on était un sacré paquet, parce que tous ceux qui venaient du chantier ou de Mozac se retrouvaient à la Carcate. Hein. Ah oui. Donc on était quand même une bonne dizaine là. Hein. Donc nous on a dit ça va pas du tout cette histoire. Hein. Donc on fait un jeûne. Hein. Entre Noël et entre le 25 décembre et le 1er janvier, hein, on va faire un jeûne pour protester contre notre maintien en prison, alors que tous les camarades sont libérés. Et effectivement, au bout de notre jeûne, 2 jours après, enfin je crois que c'est le 3 janvier, on a été libérés. Quand tu sors, Claude Vérel, Oui. est-ce que tu as un statut d'objecteur, là? Comment ça se passe? Ah non, c'est même très rigolo, parce que à l'époque, les appelés n'ont pas le droit, qui sont en permission, n'ont pas le droit de circuler en civil. Ils doivent rejoindre leur domicile habillés en bidas. Alors ils ont été obligés de me faire, bon d'abord, tous les objecteurs qui ont été libérés ont reçu un titre de permission. Hein, bon. Pas ceux qui étaient en caserne, hein, qui étaient en local disciplinaire ou en prison en attendant d'être jugés. On leur a fait un titre de permission. Alors moi j'ai eu un titre de permission, retour, je sais plus comment c'était rédigé, mais enfin au domicile quoi. Et alors au crayon rouge, il était indiqué son titre de permission est exceptionnellement autorisé à revêtir la tenue civile. Ah bon? Ah oui, non mais c'est ubuesque. Dans les jours qui ont suivi, on a fait une belle lettre pour dire que on demandait le bénéfice de la loi numéro machin truc chouette. Hein. Alors que normalement, d'après la loi, il fallait démontrer qu'on était vraiment opposé du fait qu'on sortait de prison, ils n'ont rien demandé à personne. Et je crois que c'est le numéro 9, je crois, de mémoire. Hein. Parmi les petits pantins qui se croient importants, rêvant un jour d'être tout-puissants, on prend naturellement les moins intelligents et on en fait des petits sergents. Ils seront vêtus d'un bel uniforme élégant, couleur cacadois le plus souvent, et porteront les galons comme des ornements. C'est ainsi qu'on devient séduisant. Tous ces militaires aigris complotent des folies, en général sous un grand képi. Que ces gens naissent ici ou dans d'autres pays, il est d'une évidence établie qu'ils aiment la guerre et pas beaucoup la poésie, préférant la bière aux fantaisies, aux rêveries des enfants qu'ils invitent pourtant à imiter les petits sergents. Une fois reconnu objecteur, on n'est toujours pas libéré des obligations. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Puisque les objecteurs ne sont plus condamnés, on ne peut plus les poursuivre, hein, donc ils ne sont plus condamnés, mais ils doivent toujours un temps de service qui est le double du service militaire. Hein, donc ils doivent toujours 3 ans. Hein. Donc comme moi, j'avais fait un peu plus d'1 an hein, au total, ben j'étais pas libre, enfin j'étais pas libéré. Hein. Donc on s'est retrouvé sans savoir
quel type de service de remplacement allait nous être proposé, parce que rien n'en est dans la loi, rien n'est dit là-dessus, hein, dans la loi de l'époque. Hein. On n'a pas le droit de faire connaître la loi. Voilà, ça, je crois que c'était Debré qui avait demandé cet amendement et qui a été accepté. Oui, oh, ben, il a fait bien pire, Debré. Oui, par la suite, il s'est illustré encore. Non, mais même là, lors des discussions de la loi, il a réussi à faire adopter un article qui disait un décret sera rédigé. Alors, il n'y avait pas de délai, hein, mais il sera rédigé un décret fixant les professions qui seront interdites aux objecteurs. Ah. L'idée étant d'empêcher les objecteurs de perturber les chères têtes blondes et de convertir les chères têtes blondes à l'antimilitarisme. Hein, tu vois, parce qu'on ne sait jamais. Hein, ceux qui sont instituteurs, etc. Enfin, donc, cet article, il a existé, hein, mais il a disparu. Il a disparu en 71 quand le statut a été refondu. Hein. Mais Debré avait bien même fait mettre ça dans la loi. Bon, toujours est-il que on se retrouve donc libre, hein, mais pas libéré des obligations, et sans savoir quel type de service va nous être octroyé. Hein. C'est-à-dire, Claude Vérel, que là, tu peux pas choisir, par exemple, d'exercer ton métier. Après avoir fait tes études universitaires, tu dois avoir un métier. Tu peux pas l'exercer, tu es obligé d'attendre qu'on t'affecte. Je pourrais, mais avec la certitude que dans X mois, je serai appelé à faire un service civil de remplacement. Ah oui. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation, hein. Alors, bon, on a tous passé 1 ou 2 mois en famille tranquille. Hein. Et au fait, en famille, puisque tu parles de ta famille, ouais. Comment ils percevaient ton attitude? Ils étaient d'accord dans ta famille? Parce que des fois, il y a des familles qui n'étaient pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai eu aucun problème. À part que mon père m'a dit, tu t'arranges pour que ce soit jamais marqué sur les murs de Nancy, fusillé Vérel, ou parce que il y avait encore sur les murs dans près de certaines facultés, fusillé Boisgontier sur les murs, tu vois. Ah bon? Les membres de l'OAS avaient marqué ça sur les murs. Alors mon père m'avait dit, tu t'arranges comme tu veux, mais je veux pas voir marqué fusillé Vérel sur les murs. Ah bah oui. Oui. Enfin, sinon, non. Mon père, il est venu à mon procès. Il n'y a aucun problème. Je n'ai eu aucun problème. Ah, d'accord. Donc, il était d'accord. Enfin, il était d'accord avec ton attitude antimilitariste. Oui. Il a fallu qu'on se mette d'accord entre nous pour dire le statut est inacceptable, mais nous l'acceptons quand même parce que c'est toujours mieux que la prison, et tous les gens qui nous soutiennent depuis des années, hein, ne comprendraient pas qu'à peine obtenu, on le refuse, hein, sans même avoir essayé de voir à quelle sauce on serait mangé. Donc on a dit on accepte. Pas les témoins, hein. Les témoins ils ont tous refusé, sauf 3. Hein. Mais nous, les non-témoins de Jéhovah, on a dit on accepte, mais attention, hein, on va se battre pour que le service civil ressemble à quelque chose. Hein. Et donc, on s'est retrouvé à 3 ou 4 à Paris, hein, en disant, bon, bah, il y a des démarches à faire. D'abord, on est allé voir la FEN, hein, la Fédération de l'Éducation nationale, qui à l'époque était un syndicat énorme, c'était quelque chose d'énorme, hein, il n'y en avait qu'un. Dans l'éducation, il y avait nationale, il y avait un seul syndicat, la FEN. Oui. Donc c'était quelque chose. Alors on est allé les voir en disant attention, vous avez vu ça? Ah bah non, on n'a pas vu. Hein. Ben, vous savez quelle est l'idée de Bray là, derrière? C'est d'interdire aux objecteurs d'enseigner. Ah alors, ils ont fait des démarches
on n'a jamais su quoi, hein, on n'a jamais su auprès de qui, mais enfin toujours est-il que le décret n'est jamais sorti. Hein. On est allé voir le préfet Raoul, qui était donc le patron de la protection civile, parce que on avait appris que, comme on ne savait pas où nous mettre, on allait nous confier au service national de la protection civile, SNPC, hein, disant bon c'est civil, hein, mais en même temps c'est contrôlé, hein. Ils vont pas pouvoir faire n'importe quoi. Donc on est allé voir le préfet Raoul pour discuter avec lui, pour dire ben voilà, nous on accepte de servir, on accepte de faire un service, mais attention, hein. Alors c'est là qu'on avait sorti pour nous un service, un service civil de qualité, ça doit respecter la co-responsabilité, l'autodiscipline. Et alors, c'était des choses qu'ils avaient du mal à digérer. L'autodiscipline, enfin, bon, oui, pour les militaires, c'est compliqué, ça. Mais bon, toujours est-il que, on a quand même pu s'exprimer, hein. On avait dit aussi, ceux qui se rapprochent le plus du statut qui va nous être octroyé, c'est les pompiers, hein, professionnels, puisqu'ils sont civils, à l'exception de ceux de Paris et de Marseille, hein, mais donc si on peut essayer de calquer un peu quelque chose par rapport, avec comme référence les pompiers, hein, professionnels, qui au moins on est sûr qu'il n'y a rien de militaire, hein. Puis bon, bah, le temps a passé, hein, les mois ont passé, et puis on s'est dit quand même, on va pas laisser le SCI en plan avec ces chantiers qui sont arrêtés depuis décembre, hein. Depuis fin décembre, les chantiers tournent plus, enfin en Dordogne, hein. Oui. Oui. Donc on est retourné sur les chantiers pour travailler, hein, pour continuer le travail en attendant de savoir quelle forme de service allait nous être proposée. Puis moi, je suis un peu spécial. Alors j'ai dit, mais la loi dit que un appelé a le droit de demander le statut, hein, quand le statut a été voté, hein, pas par la suite, hein, mais au moment où il a été voté, ceux qui étaient sous les drapeaux pouvaient bénéficier du statut. Alors je sais plus, il y avait un délai, hein, mais à ce moment-là, ils doivent faire un service civil qui doit être le double de ce qu'il leur reste à faire, hein. Oui. Donc moi, j'ai dit, c'est pas compliqué, hein. On m'a considéré comme militaire pendant tout le temps où j'étais incarcéré, hein, contre mon gré. La meilleure preuve, c'est que les objecteurs en prison, ils touchaient la demi-solde. Oui. Eh oui, on était considéré. Et en prison, les militaires avaient le droit à, je crois que c'est un quart de vin par jour et par personne. Enfin, c'est quelque chose dans le genre-là, hein. Et on le touchait. Bon. En fait, on trafiquait, on le revendait, hein. Mais bon, ça, c'est pas à dire, hein. Mais on était considérés comme militaires. Ah oui. Et donc, puisqu'il m'avait accordé le statut, alors j'avais fait des calculs savants, hein, en janvier, hein, moi je ne devais faire en service que le double de ce qui me restait à faire, hein. Ah oui. Et non pas 3 ans, hein, comme ils prétendaient me. Et tous les copains, enfin aucun copain ne m'a suivi, hein. Mais moi j'avais dit, il y a pas, hein. Bon. Et en plus j'avais dit, mais de toute façon, depuis que vous m'avez reconnu objecteur, hein, je suis dans l'attente de faire mon service civil. Vous n'êtes pas capable de m'affecter quelque part, donc tout ce temps doit être pris en compte, parce que je peux rien faire
puisque je peux être appelé d'un jour à l'autre, hein, et c'est pas de ma faute si vous ne savez pas quoi faire avec moi. Hein. Enfin, je l'avais tourné un peu plus élégamment. Hein. C'est bien qu'ils m'ont libéré, alors que j'étais sur le chantier du SCI, enfin, plus exactement, on était retourné sur le chantier, comme je disais tout à l'heure, hein, finir le travail, et puis est arrivé le 14 juillet, hein, on a dit on va les fêter le 14 juillet à Paris, et juste à ce moment-là, tous les copains ont reçu un ordre d'appel pour faire le service civil avec la protection civile à Brignoles, sauf moi. Parce que j'avais écrit en disant vous devez me libérer parce que maintenant ça y est, j'ai fait le double du temps qu'il me restait à faire. Vous pouvez plus me garder. Enfin, je suppose hein, que ça a joué parce que j'étais le seul qui ne soit pas allé à Brignoles. Tous les copains ont été convoqués à Brignoles, sauf moi. Alors j'ai terminé le chantier du SCI, parce que de toute façon on était au mois de juillet, hein, et donc le chantier c'était devenu un chantier normal d'été, hein, donc juillet ou septembre. Donc je suis resté jusqu'en septembre, et puis après je suis rentré à Nancy, reprendre mes études, terminer mes études. Alors en plus, j'avais renvoyé mon livret militaire. Hein, aux autorités, non pas pour protester contre quelque chose, mais pour dire, sur le livret militaire, vous devez inscrire que je suis et que j'ai obtenu le statut d'objecteur. Ça doit être marqué, hein, sur mon livret militaire. Et alors, 18 mois ou 2 ans plus tard, j'étais donc au siège. Je me rappelle, je ne sais pas ce que j'y faisais. J'étais au siège de l'Association Générale des étudiants de Nancy. Quand un pompier est arrivé, hein, alors je ne sais pas comment il m'a trouvé, hein, pour me remettre mon livret militaire, qui n'avait pas été modifié, mais en disant « Ah, il vous appartient ». Alors j'ai récupéré mon livret militaire. Alors comme ça, j'ai pu m'en débarrasser une deuxième fois, mais cette fois-ci à titre de protestation. Et voilà, c'est marrant, hein. Et alors, malgré tout, tu n'as jamais abandonné le soutien aux objecteurs de conscience, là, parce qu'il y avait en 70 les comités de soutien pour les objecteurs, là, le CSOC. Ensuite, il y a eu le mouvement des objecteurs de conscience, tout ça. Et toi, j'ai lu aussi que tu devenais président du comité de coordination pour le service civil. Voilà. Donc tu continues à t'intéresser à ce problème des objecteurs. Absolument. Parce que, je disais tout à l'heure, entre nous, on a discuté de savoir si on acceptait le statut ou pas, enfin, si on le demandait ou pas, hein, mais on était bien décidé à nous battre pour que le service civil devienne un vrai service civil. Alors ça s'est fait par étapes, hein. La première étape, ça a été d'obtenir d'autres affectations que le service national de protection civile. Alors en 65, hein, après la grève à Uzès, enfin tout. Je veux pas entrer dans tous les détails parce que ce serait trop long. Mais là, les objecteurs ont obtenu la possibilité de faire leur service civil dans des associations. Alors au départ, c'est un nombre très réduit d'associations, mais après, petit à petit, puis grâce aussi au combat du service civil international, qui s'est mis à détacher des objecteurs un peu partout dans d'autres associations qui n'étaient, elles, pas agréées. Alors, c'était pas légal, mais on l'a fait quand même. Hein. Bon, alors, il faut quand même rappeler que le service civil international, qui a été créé, je crois, en 1920, je crois que c'est ça, ils étaient quand même antimilitaristes dans ce comité. Ils se définissent pas comme antimilitaristes, mais ils se définissent comme voulant mettre en place, enfin œuvrant pour mettre en place un service civil international. Ah, voilà. En remplacement des services militaires nationaux. Hein. Ah oui. Et c'est quand même très important. Hein. Oui, c'est très intéressant parce que c'est quand même un comité très ancien. Oui.
ben, c'est la suite de la Première Guerre mondiale. Hein. À la suite de la Première Guerre mondiale, on voit l'IRG se créer, on voit le MIR se créer, on voit le service civil international se créer. Ce sont des enfants de la Première Guerre mondiale, quoi. Peut-être qu'ils seraient créés quand même, mais beaucoup plus tard, s'il n'y avait pas eu la guerre de la Première Guerre mondiale. C'est tout à fait possible. Hein. Alors, justement, toi, tu restes, quand tu étais président du comité de coordination là, pour le service civil, c'est Oui. à quelle époque ça? Alors donc, 65, les objecteurs ont le droit d'aller dans les associations. 71, le statut est réformé et c'est 71 qui dit que les objecteurs dépendent des tribunaux civils, hein, Ouais. et non plus des TPFA, parce que tout en effectuant un service civil, en cas de poursuite, on était poursuivi devant les tribunaux permanents des forces armées. Parce qu'il ne faut pas oublier que le statut ne dit pas, dans le statut de 63, hein, ne dit pas les jeunes qui refusent de porter les armes sont objecteurs, mais simplement il définit des conditions particulières d'effectuer le service militaire. Oui. C'est subtil, hein. Oui. Donc on reste des appelés relevant des tribunaux permanents des forces armées jusqu'en 71. Puis en 71, ça disparaît. Et ils refondent complètement le statut. À plusieurs reprises, les autorités essayent de reprendre la main. Alors, on voit une première tentative avec les hôpitaux. Hein. On dit les objecteurs, hein, au lieu de glandouiller dans les associations, on va les faire marner dans les hôpitaux. Alors, on va affecter les objecteurs dans les hôpitaux. Donc, c'est le ministère de la Santé qui se met à gérer les objecteurs. Hein. Avant, c'était le ministère de l'Intérieur, hein, puisque oui. le ministère le SNPC dépend du ministère de l'Intérieur, donc le ministère qui gère les objecteurs, c'est le ministère de l'Intérieur. Puis, à une période, c'est le ministère de la Santé. Hein. Puis après 72, juste au moment où on crée le CCSC, hein, on les affecte, enfin on dit, on va les affecter à l'Office national des forêts. Donc ça devient le ministère de l'Agriculture. La majorité d'entre eux refusent. Ah Donc oui. on se retrouve avec un nombre très important d'insoumis au service civil dans aux eaux et forêts. Mais une partie d'entre eux disent on fait un service civil alternatif. Ah Alors, il y a eu enfin, on va pas revenir en détail, mais ça a été aussi toute une période foisonnante. Hein. Et puis en plus, c'était après 68, alors... Et puis arrive 81, hein, et ça change tout. Hein. Du coup, on fait le tour de tous les ministères, hein, en disant, bon, le problème de l'objection, il faut arriver à le résoudre, hein, parce que, bon... il y en a marre. Enfin, il y avait quand même un objecteur qui avait été demandé l'asile politique à l'ambassade d'Islande. Il y en avait qui s'étaient accrochés à la Tour Eiffel. Il y avait eu Opération 20. Alors, Opération 20, c'est... Alors, bon, il y avait... Enfin, il y avait un foisonnement extraordinaire. Hein. Donc, on a été quand même pour la première fois accueillis, et écoutés et entendus. Alors, par qui vous avez été accueillis en 81, donc, quand la gauche arrive au pouvoir? On a fait le tour de tous les ministères concernés, agriculture, jeunesse et sport, la santé, alors, les affaires sociales, ça avait changé de nom, c'était les affaires sociales, et puis Matignon, hein, où le conseiller juridique de Mauroy, Louis Joannet,
avait été chargé d'essayer de résoudre le problème. Lui-même, pendant la guerre d'Algérie, n'avait pas voulu être réfractaire, mais il n'avait pas voulu non plus porter les armes. Donc il avait trouvé une solution en étant enseignant, je ne sais plus trop où, en Algérie, mais il était quand même quelque part objecteur, quoi. Ah oui. Enfin, par rapport à la guerre d'Algérie, mais il m'a toujours dit, enfin il est décédé maintenant, oui. Mais il m'a toujours dit que lui, il n'avait pas eu le courage de refuser et de risquer la prison. Mais qu'il s'était arrangé et que finalement, c'était une solution qui lui avait satisfait, quoi, puisqu'il n'avait pas porté les armes et qu'il n'avait pas combattu le FLN. Oui. Mais c'est vrai que c'était un homme qui était quand même, avec Jean-Jacques de Félix, qui était plutôt favorable aux objecteurs. Ah oui, absolument. Absolument. Donc c'est lui aussi qui a aidé les objecteurs à faire évoluer ce statut? Oui. Bon, on a quand même énormément travaillé à l'époque, mais mon regret, c'est que on n'a pas réussi à faire un front commun. C'est-à-dire que entre l'OP20, les représentants de l'OP20, qui étaient très socialistes, entre le MAN, les Clos, le MOC, le CCSC, on n'a pas réussi à faire un front commun. C'est-à-dire que, par exemple, certains jugeaient que le plus important, c'était la disparition. Enfin, on jugeait tous qu'il était très important de faire disparaître la commission paritaire, parce qu'on n'en a pas parlé, mais enfin, il y avait une commission qui sondait les reins et les cœurs pour savoir si on était des vrais objecteurs ou des faux objecteurs. Ah bon? Donc cette commission, il y avait une commission dite par la commission paritaire, en fait, quand on voulait obtenir le statut, on écrivait à la commission paritaire. Et c'était la commission qui décidait si on était ou pas objecteur. Donc, il était pour nous indispensable que la commission disparaisse. Ensuite, il y en avait qui disaient, qui disaient, si la commission disparaît, en échange, on peut accepter un service plus long. Puisque on nous demande pas de prouver qu'on est objecteur, donc la preuve, elle est faite par la durée. D'autres disaient, il faut absolument, le plus important, c'est d'obtenir égalité du service militaire et du service civil. Et ma position personnelle, c'était de dire, c'est inapproprié et inatteignable, parce qu'on a le service de la coopération qui dure 17 mois. Alors demandons égalité des temps de service civil. Oui. Même si c'est plus long que le service militaire. Mais on ne peut pas demander, c'était mon point de vue, on ne peut pas demander un service civil des objecteurs plus court que le service de la coopération, qui lui est un service entièrement civil. Oui. Puisque à l'époque, moi je te disais, à mon époque à moi, on était obligé de faire les classes, mais à l'époque, c'était plus ça. On faisait plus les classes. Donc, les coopérants ne portaient plus jamais l'uniforme et ne touchaient plus une arme. Absolument. Et donc, moi je disais, c'est pas possible d'obtenir égalité à 12 mois pour les militaires et 12 mois pour les objecteurs, alors que les coopérants font 17. Demandons l'égalité par rapport aux coopérants. Ensuite, on se battra pour ramener tout ça à 12 mois pour tout le monde. Mais on ne peut pas demander un avantage par rapport aux coopérants. Mais j'ai pas été suivi à l'époque. Et après, bien après, Louis Joannet m'a assuré que si on s'était battu sur 17 mois, ils étaient prêts à lâcher. C'est la marche des petits gars qui veulent pas la faire, la marche de ceux qui croient qu'on est bien
bien mieux chez soi. Un coussin sous le derrière, par devant un feu de bois, avec une belle fille qui prépare le ratat. C'est la marche des assis, la bonne marche arrière, celle des civilisés, la marche de la joie. Un soldat sans uniforme, c'est d'une bien plus jolie forme, car ça a la gueule d'un homme, et c'est bien mieux comme ça. Ceux qui sont partis un soir, un flingue en bandoulière, et qui dorment quelque part sous une croix de bois. S'ils sortaient des cimetières, chanteraient à pleine voix que l'on était mieux sur terre et qu'il faisait moins froid, qu'ils regrettent le soleil, le dimanche et les filles, et tous ces jolis plaisirs que l'on trouve ici-bas. C'est pour eux qu'il faut qu'on chante cette marche triomphante, marche de ceux qui s'arrêtent et qui ne marchent pas. Après cette chanson qui a pour titre La marche arrière, qui est interprétée par Michel Arnaud, mais dont les paroles sont de Boris Vian et d'Henri Salvador, je vous remercie de continuer à écouter l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Et je vous invite maintenant à continuer d'écouter notre conversation avec Claude Vérel, qui a été objecteur de conscience et qui continue à défendre les objecteurs de confiance à travers le monde. J'ai lu dans les archives du Monde diplomatique un article de Dominique Vidal, qui te cite d'ailleurs, qui cite aussi Sylvain Garel. Et alors, Dominique Vidal, qui parle justement des objecteurs, a une remarque: les objecteurs ne pèsent pas lourd en France. L'objection peut-être heurterait le tempérament français, conforté sur ce point par l'amélioration de l'image de l'armée. Alors, effectivement, il n'y a pas eu énormément d'objecteurs ni d'insoumis en France par rapport peut-être à d'autres pays. Ça dépend, ça dépend à quelle époque. Hein. Oui, ça dépend des époques. Parce que quand même, quand on arrive dans les années 83, 85, il y a quand même un paquet d'objecteurs. Hein. Si on regarde par rapport à l'Italie ou à la Belgique, proportionnellement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus d'objecteurs. Hein. Le cas qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est l'Allemagne. Hein. Mais à part ça, dans les autres pays, tu vas voir en Finlande, il n'y a pas un taux d'objecteurs énorme. Hein. Alors, je crois que toi, effectivement, Claude Vérel, tu es bien au courant de tout ce qui se passe encore concernant l'objection, puisque tu fais partie du Bureau européen de l'objection de conscience. Oui, oui. Le BEOC, hein, c'est ça. Oui. Et justement, ce qui est intéressant dans ce bureau, c'est que vous vous occupez essentiellement de tout ce qui se passe, non seulement en Europe, mais même dans le monde. Oui, enfin principalement en Europe, mais parce que lorsqu'on crée le BEOC, c'est en 85, c'est peu après que le Parlement européen ait adopté la résolution dite résolution Matteucci, hein, ou Matteucci, oui, l'italienne. À l'époque où Simone Veil était présidente, et elle a bien aidé aussi à la sortie de cette résolution. Hein.
Donc, à la suite de ça, on a créé le BEOC. J'ai vu qu'en 1987, le Conseil de l'Europe dit toute personne soumise à l'obligation du service militaire qui, pour d'impérieux motifs de conscience, refuse de participer à l'usage des armes, a le droit d'être dispensée de ce service. Donc ça, c'était en 1987, je vois, dans le Conseil de l'Europe. Donc ça devait être la suite, je suppose. Mais le Conseil de l'Europe a statué sur l'objection en 67. Ah oui. Mais sans imposer quoi que ce soit. Hein. C'est une recommandation. Hein. C'est pas autre chose qu'une recommandation. Mais dès 67, le Conseil de l'Europe recommande la mise en place d'un service civil alternatif au service militaire pour raison de conscience. Et alors ce BEOC, quand il est créé, toi tu en fais partie tout de suite? Oui. Avec Maurice Montet, avec d'autres... Je suis un membre fondateur du BEOC. Hein. Voilà. Et ça a toujours, c'est quand même un bureau qui fonctionne régulièrement. Je me souviens qu'en 2012, il y avait eu un colloque à la faculté de théologie protestante de Paris qui s'appelait Pacifisme et objection de conscience. C'est ça, oui. Et là, il y avait effectivement aussi, tu y étais, Claude Vérel avec Maurice Montet, Tramor Kemener, enfin, il y avait beaucoup de personnes. Et là, c'était intéressant parce que ça analysait ce qui se passait dans d'autres pays. Oui. Alors, bon, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé, à savoir que la conscription disparaît petit à petit en Europe. Hein. Il y a plus beaucoup de pays où il y a encore une conscription. Hein. Voilà, il n'y en a plus en France, bien sûr. Ah oui, non, mais il n'y en a plus en Italie, il n'y en a plus en Espagne, il n'y en a plus dans les pays baltes, il n'y en a plus en Roumanie, il n'y en a plus en Bulgarie, il n'y en a plus en Hongrie, il n'y en a plus en Slovaquie, il n'y en a plus... Enfin, hein, oui, mais il reste quand même des pays comme la Grèce, la Turquie... Il reste principalement, posant de gros problèmes, il reste principalement la Turquie. Bon, et la Grèce, bon, alors la Turquie fait pas partie de l'Union européenne. Oui. Bon, le drame avec la Grèce, c'est qu'elle fait partie de l'Union européenne. Hein. Or, il faut savoir quand même que l'Union européenne, pour agréer une candidature, parmi les critères, il y a le respect des droits de l'homme, hein, et comme l'objection de conscience est devenue un droit de l'homme fondamental, pour faire partie du Parlement européen et maintenant même du Conseil de l'Europe, il faut que le pays s'engage à mettre en place un service alternatif pour les objecteurs. Ce que par exemple l'Azerbaïdjan a promis pour pouvoir faire partie du Conseil de l'Europe et n'a toujours pas légiféré. Hein. Voilà. Alors régulièrement, le Conseil de l'Europe rappelle à l'ordre, mais il ne bouge pas. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est de signaler, bon, peut-être que nos auditeurs de Civis Pacem le savent, hein, que sur le site du comité Louis Lecoing, il y a régulièrement disons, quelque chose, des informations. Là, j'en ai trouvé sur l'Azerbaïdjan, justement sur Chypre, sur la Colombie, sur la Corée du Sud. Bon, je veux dire, Chypre, le problème de Chypre, c'est qu'ils sont coupés en deux. Et voilà, entre la Grèce et la Turquie. En Chypre Sud, il y a pratiquement pas de problème, hein. Mais Chypre Nord, comme c'est géré par la Turquie, et que la Turquie considère que ça fait partie de la Turquie, bah, on n'avance pas. C'est le même régime qu'en Turquie. Mais toi, pourquoi tu t'intéresses encore toujours sur le plan international? Ça te touche toujours, ce problème de l'objection? Bah oui, forcément. Tu n'as pas abandonné l'intérêt, l'engagement pour cette objection.
Alors, il y a un dernier peut-être sujet qu'on va aborder maintenant, c'est le service national universel. Parce que justement, quand on avait fait notre réunion à l'Union pacifiste, tu t'en souviens, l'année dernière, en 2019, tu étais venu, justement, tu nous avais apporté ton soutien. C'est une obligation qui n'a aucun sens. Hein. Et en plus, ça concerne une fraction de la jeunesse qui est très très jeune, hein, encore plus jeune que les appelés il y a quelques années. Hein. Et puis il y a une influence militaire très nette. Et c'est une volonté de reprise en main de la jeunesse. Hein. Il y a aucun problème. Et c'est justement cette menace militariste qui t'inquiète plus que le reste? J'ai l'impression que depuis que la conscription a disparu, un certain nombre de nos chers responsables considèrent que le brassage social qui était un mythe, hein, et n'existe plus, et qu'il faut rétablir un service quelconque, hein, pour que on retrouve les bons côtés pour eux, hein, du service militaire tel qu'il existait autrefois. Et ça, on me l'enlèvera pas de la tête. Parce que c'est ça la grande idée de certains, c'est de dire il faut faire de l'éducation. Hein. Mais l'éducation à la citoyenneté, c'est pas là qu'il faut la faire. C'est à l'école, c'est au lycée, c'est à l'université. Et il y a eu justement un député qui a posé une question à Gabriel Attal, disons, il y a à peu près 3-4 jours, et qui lui a demandé est-ce qu'il ne serait pas intéressant, non pas de supprimer le service national universel, mais de l'annuler pour cette année, de le reporter à l'année prochaine. Ouais, eh bien, de toute façon, ils peuvent rien faire cette année. Eh bien, si Gabriel Attal a dit que si, on allait quand même supprimer justement la réunion, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la partie cohésion, mais que on allait pouvoir quand même faire la deuxième partie qui était l'engagement des jeunes. Alors peut-être pour aller aider à distribuer des masques, tu sais, aux personnes âgées, etc. Et puis, la gendarmerie a bien accueilli plusieurs de ces anciens du SNU, enfin ceux qui ont déjà fait la première partie. Ils les ont accueillis comme réservistes et ils leur ont donné le droit de carrément aussi de contrôler toutes les gens qui ne respecteraient pas bien justement ce qui concerne les sanctions pour l'état d'urgence sanitaire. Alors, c'est quand même, nous, on s'inquiète, on recommençait, on avait pensé que ça allait disparaître, qu'on n'allait plus en parler cette année. Eh bien, depuis une semaine à peu près, on revoit apparaître, et il y a eu aussi dans l'éducation populaire une pétition qui redémarre en demandant que l'argent qui était prévu pour le SNU soit donné cette année aux colonies de vacances. Alors à ce moment-là, Gabriel Attal a répondu « mais le SNU n'a rien à voir avec les colonies de vacances et nous, on continue notre engagement ». Alors, on est encore un peu... on espérait aussi que cette catastrophe sanitaire là, allait pouvoir un peu les mettre en sommeil, mais j'ai l'impression qu'ils repointent leur nez. Alors, on a encore du boulot, là. Oui, je crois. Nous sommes à la fin de notre émission et il me reste maintenant à remercier donc Claude Vérel. Et je vous invite, chères auditrices et auditeurs de Civis Pacem, à consulter le site du comité Louis Lecoing. Vous trouverez des informations régulièrement remises à jour sur tout ce qui se passe sur l'objection de conscience dans le monde. Et pour finir, je voudrais rendre un hommage à un grand artiste qui vient de nous quitter. Il s'appelle Guy Bedos. Et Guy Bedos, en tournée à Sète, dans la ville de Georges Brassens, avait interprété une chanson de ce poète
avec beaucoup d'émotion. Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire le deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient folier. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde, par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore mon juponné. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord, en effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon, et que pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignons. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acapit. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac, mais que jamais, mort de mon âme, jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté, s'il fouette mes chats, il y a un fantôme qui viendra le persécuter. S'il fouette mes chats, il y a un fantôme qui viendra le persécuter. Ici gît une feuille morte, ici finit mon testament. On a marqué dessus ma porte, fermée pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune. J'aurai plus jamais mal aux dents. Me voilà dans la fosse commune, la fosse commune du temps. Me voilà dans la fosse commune, la fosse commune du temps.